Hi everybody, today's Tuesday, January 20. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 20 janvier 2026 et notre cher ami, le professeur Mohammad Marandi, est avec nous en studio. Vous utilisez Press TV en raison des problèmes de connexion Internet que vous rencontrez ici en Iran. Laissez-moi vérifier si nous sommes connectés. Oui, nous sommes en direct. Il semble que nous soyons bien en direct, professeur Marandi. Bienvenue tout d'abord. C'est un plaisir de vous avoir ici. Commençons par ce qui se dit dans les médias grand public à l'étranger. Ils parlent de Javad Zarif et de l'ancien président Hassan Rouhani. Ils affirment que Zarif est en contact avec le fils de l'ancien Shah d'Iran, qu'il coordonne tout et transmet des messages à Rouhani. Quel est le contexte ici? Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur ce qui se passe en Iran. Quelle est votre compréhension de la situation, Nima? What is your understanding of what's going on? Nima, first of all, this is utter nonsense. Tout d'abord, c'est du pur non-sens. C'est très triste que deux jeunes en Iran aient répandu cette rumeur pour que l'Occident puisse l'utiliser contre l'Iran. Cela en dit long sur la manière dont les médias occidentaux fonctionnent. Ils prennent quelque chose et l'amplifient dès que c'est contre l'Iran. Il n'est rien arrivé à personne. Le docteur Zarif est à l'université de Téhéran. Je ne connais pas M. Rouhani, mais enfin, il fait ce qu'il a à faire. Tout cela est absurde. Mais cela me rappelle tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Par exemple, après les immenses rassemblements de lundi dernier à travers le pays, et à Téhéran, il y avait des millions de personnes dans les rues, les images ont été utilisées par les médias occidentaux comme s'il s'agissait de manifestants ou d'émeutiers contre le gouvernement ou les institutions de l'État. Par exemple, lorsque des images du président Pezeshkian lors du rassemblement de lundi ont été diffusées sur Internet, certaines personnes disaient que lui, le président, marchait avec les émeutiers ou avec les manifestants, comme il les appelle. Mais en réalité, ce ne sont pas des manifestants. En Occident, on a essayé de faire passer cette idée. Il y a eu des manifestants pacifiques les premiers et deuxièmes jours. À Téhéran, il n'y a eu ni arrestation ni harcèlement. Je crois que c'était dimanche et lundi. Puis, le troisième jour, plus ou moins, nous avons vu les émeutiers arriver et s'infiltrer. Peu à peu, les manifestants ont été remplacés par de plus en plus d'émeutiers, des professionnels, très bien entraînés. Il y a tout juste une heure, enfin, 1 heure et demie avant de te rencontrer. Je regardais la télévision iranienne ici. Ils interviewaient une femme qui avait été blessée au visage par les émeutiers, je crois avec une carabine à plomb. Je ne suis pas sûr du type exact. Peut-être qu'elle tire de petits fragments ou quelque chose comme ça, mais le tir l'a atteinte en plein visage. Son mari a également été pris pour cible, si je ne me trompe pas, car je n'ai pas tout vu. Elle était grièvement blessée et parlait à la télévision. Son mari a dit, et elle aussi, que le tireur était très professionnel. Il s'est simplement levé, lui a tiré en plein visage, puis s'est tourné vers lui. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il était calme. Ils abattaient des gens dans les rues. Les Israéliens, vous savez, ils s'en attribuent le mérite. Et ensuite, les médias occidentaux disent « Non, 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 c'était des manifestants pacifiques ». Les Israéliens ne sont pas d'accord. Ils disent « Vous savez, nous étions là ». La chaîne 14 en Israël a déclaré qu'un pays, ou plusieurs, avait envoyé toutes ses armes, et c'est pour cela que des centaines d'officiers et d'agents de sécurité ont été tués. Eh bien, imaginez l'Iran, 90 millions d'habitants. Les États-Unis ont environ 4 fois la population de l'Iran, disons. Ce serait comme si 1200 à 1500 policiers américains étaient tués en 2 jours. Que se passerait-il aux États-Unis? Un agent de l'ICE, a tiré sur une jeune femme qui était montée dans sa voiture, a tourné à droite et selon Trump et ses partisans, n'avait pas assez tourné à droite. Donc, l'agent de l'ICE était justifié de la tuer.
Pourtant, ici, des centaines de personnes ont été assassinées, des agents de la loi, de simples citoyens, tués par ces individus. Et malgré cela, le récit des manifestants pacifiques persiste, car il sert les intérêts des régimes occidentaux. Les grands médias occidentaux appartiennent à ces oligarques. Alors, ces absurdités à propos du Dr Zarif, pourquoi surgissent-elles maintenant? Je pense que c'est tout simplement parce qu'il est évident que tout cela s'est effondré. Les émeutes se sont terminées vendredi soir. Depuis vendredi dernier, depuis samedi jusqu'à aujourd'hui, il ne se passe rien. Toi et moi, nous sommes dans les rues de Téhéran. Tu rentres chez toi tard le soir, tu sors avec ta famille, tu vois tes amis, il ne se passe rien. Et pourtant, l'Occident parle sans cesse d'émeutes. En ligne, les bots et les trolls, leurs armées de trolls, des milliers d'entre eux en Albanie, et bien sûr les sionistes ont les leurs ailleurs, ainsi que les monarchistes et d'autres. Leur présence en ligne se compte par millions. Mais dans les rues, ils sont introuvables dans le monde réel. Donc tout est calme, et les gens sont descendus dans la rue pour protester contre les émeutiers. D'immenses foules. C'est fini. Alors de quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin de faire semblant que quelque chose se passe encore. Alors ils inventent ça, comme si le Dr Zarif était en contact avec quelqu'un. Personne ne prend ce type au sérieux. Je veux dire, regardons qui sont les instruments des Américains en Iran et voyons s'ils peuvent même être populaires. Il y a quelques personnes dérangées en Iran qui soutiennent Pahlavi, les moudjahidines du peuple, les séparatistes, les wahhabites. Ils existent, mais ils sont peu nombreux par rapport à l'ensemble du pays. Donc vous avez les mecs, qui sont-ils? Quand Saddam Hussein a envahi le pays, ils ont lancé une rébellion armée, puis ils sont allés en Irak et ont combattu pour Saddam Hussein contre l'Iran. Ces gens-là vont-ils être populaires en Iran? Ont-ils un mandat populaire? Est-il possible que des traîtres à la patrie, en temps de guerre, soient populaires? Ensuite, il y a les Pahlavis et les monarchistes. Le père de Pahlavi a volé des milliards de dollars lorsqu'il a fui le pays. Son grand-père, tous deux, son père et son grand-père, étaient en réalité des agents de l'Empire. C'étaient, vous savez, ces despotes qui ont amassé d'immenses fortunes pour eux-mêmes alors que le pays vivait dans la pauvreté. L'Iran ne se modernisait pas. L'Iran était très en retard. La plupart des Iraniens, au moment de la Révolution, je crois environ 60%, étaient analphabètes. Et les femmes avaient encore moins d'opportunités. Après la Révolution, nous avons eu l'éducation universelle. Immédiatement après cette révolution, ce type, ce Pahlavi, le roi, il part en Israël. Est-ce que ça va le rendre populaire auprès des Iraniens ordinaires? Et ensuite, il va, embrasse le mur et appelle Trump et Israël à bombarder l'Iran. Est-ce qu'une personne dans n'importe quel pays peut être populaire en appelant d'autres à bombarder son propre pays? Dans leur monde imaginaire, ces journalistes occidentaux, oui, peut-être. Mais dans le monde réel, bien sûr que non. Il peut y avoir quelques cinglés ici et là, ou des gens tellement hostiles et agressifs qui soutiendraient n'importe quoi. Mais moi, je parle des gens ordinaires. Ensuite, il y a Daesh et ses Takfiris à la frontière avec le Pakistan. Les restes de Daesh aussi. Sont-ils populaires? Et puis, il y a ces groupes séparatistes kurdes qui collaborent avec les Américains et les Israéliens dans le nord de l'Irak. Les Iraniens soutiennent-ils les séparatistes? On voit ces groupes travailler avec les services de renseignement américains, israéliens et britanniques, et certains disent même les Français. Je ne sais pas. Ils ne s'aiment même pas entre eux. Ils se détestent. Donc en gros, ils ne pourront jamais être populaires. Et à mon avis, pourquoi les Américains utilisent-ils ces groupes? D'abord, aucune personne saine d'esprit ne serait l'agent d'une entité étrangère. Mais aussi, je pense que l'objectif est de détruire l'Iran.
destroy Iran. Because none of these people are going to be able to. Parce que aucune de ces personnes ne sera capable de, hypothétiquement, je veux dire, la République islamique ne va nulle part, ni maintenant, ni dans 10 ans, ni dans 20 ans. Mais hypothétiquement, disons qu'elle s'effondre. Aucune de ces personnes ne sera capable de diriger le pays. Elles n'ont aucun mandat populaire. Alors que va-t-il se passer? Le chaos. C'est ce qu'Israël veut. Regardez la Syrie. Regardez ce que les Américains ont fait à l'Irak. Il est encore fragmenté. Regardez le Liban. Regardez le Yémen. Regardez toute la région. Les Israéliens veulent que les pays soient fragmentés et brisés afin de pouvoir régner en maître et mener à bien leur projet du Grand Israël. Dire que le Dr Zarif ou quiconque est en contact avec cette plaisanterie, ce bouffon, est ridicule. C'est essentiellement fait pour que nous le prenions au sérieux, afin qu'il puisse dire « Oh, au sein du gouvernement iranien, il y a une division. » Non, il n'y a aucune division. Il n'y a pas la moindre chance que quiconque prenne ce type au sérieux, et il n'y a pas la moindre chance qu'il mette un jour les pieds à Téhéran ou même dans le pays. Quelqu'un a dit il y a quelques jours qu'il ne survivrait pas au trajet entre l'avion et le terminal. Je pense que c'est tout à fait vrai. Donc, tout cela n'est qu'une farce, une tentative de légitimer ce bouffon et de le faire paraître sérieux parce que tout le projet s'est effondré. Je pense que le concept, c'est de regarder ce qui se passe. Les Israéliens ont un nouvel élément, à savoir ses partisans pro-Pahlavi. Je ne sais pas si tu as vu l'interview qu'il a donnée au podcasteur irano-américain Patrick Bet-David il y a 4 ou 6 mois. On a demandé à Reza Pahlavi, « Voulez-vous aller en Iran pour assumer des responsabilités, pour y occuper un poste ?» Il a répondu, « Je n'ai personne en Iran. Je vis ici aux États-Unis et je ne connais personne en Iran. Je veux y aller, assurer la transition, puis revenir. » Il ne connaît même pas l'Iran. Il ne connaît pas la société. Il ne sait rien de l'Iran. Et ce podcasteur ne sait rien. Exactement. Parce qu'il essayait de le convaincre, mais à travers cette tentative de persuasion, il a révélé, comment dit-on déjà, l'aveugle qui guide l'aveugle. Oui, exactement. Maintenant, on voit le même type utilisé par les Israéliens pour tenter de manipuler la société iranienne et dire « Nous sommes tous ensemble pour créer un nouveau changement en Iran. » Mais jusqu'où iront-ils? Jusqu'où pensez-vous que ces gens veulent aller? Parce que nous savons qu'ils ne connaissent pas la société, professeur Meili. Vous savez, je suis revenu après plus de 12 ans et je vois que beaucoup de choses ont changé. Ce type n'a pas mis les pieds en Iran depuis la Révolution et il ne sait rien de l'Iran. Il n'a aucun ami ici et il veut convaincre les Américains d'attaquer l'Iran. L'objectif final, je pense, c'est que Netanyahou utilise cet outil aux États-Unis. Il a donné une interview sur Fox News où il a dit que peu importe que ce soit les États-Unis ou Israël qui attaquent l'Iran, ils doivent attaquer l'Iran. Oui, je pense qu'il est clair que ce que ses partisans et les défenseurs des moudjahidines du peuple iranien ont fait auparavant, car auparavant, c'était le Mekki qui était toujours mis en avant, promu comme le représentant du peuple iranien, avec Mariam Rajavi à la tête de cette secte, n'a pas fonctionné. Alors maintenant, ils ont créé une nouvelle figure de proue, essentiellement pour justifier la guerre. Ils disent que cet homme est là, que tout est prêt, qu'il suffit de le faire entrer dans le pays et qu'il dirigera, ce qui est une plaisanterie. C'est ridicule. Mais c'est utilisé pour créer un climat propice à la justification de la violence. Et c'est là qu'on voit à quel point les médias occidentaux sont efficaces pour influencer les Américains ordinaires qui ne sont pas très bien informés sur la politique. D'un côté, il y a des médias comme Fox News qui font la promotion de la guerre, mais aussi ces libéraux qui disent « Non, enfin, l'Iran est maléfique, le régime est maléfique
Ils tuent des gens dans les rues. Et maintenant, on parle d'armes chimiques. J'ai survécu à 2 attaques chimiques. Et pour moi, il est particulièrement offensant que l'Occident, qui a fourni des armes chimiques à Saddam Hussein pour les utiliser, a essayé de me tuer et a tué beaucoup d'autres personnes. Fasse maintenant semblant que l'Iran utilise des armes chimiques. D'ailleurs, Matou n'a rien à voir avec les armes chimiques. Ils ne se sont jamais excusés auprès de l'Iran, ni n'ont versé de compensation. Des gens meurent encore à cause de ces armes chimiques. L'Iran n'a pas utilisé d'armes chimiques contre l'Irak. Contre l'Irak, le dirigeant l'a interdit. Il a dit que c'était une arme immorale. Bref, demain tu verras, ils diront que l'Iran a utilisé des armes nucléaires et tué des centaines de milliers de manifestants. C'est comme ça en Occident. Ces journalistes qui disent « nous sommes contre la guerre, mais ils sont mauvais », comme au Venezuela, tu sais, quand Maduro a été qualifié de mauvais, ces journalistes sont des lâches. Ils sont tout aussi complices, car ils créent un climat où par ce genre d'absurdité, en traitant les autres de mauvais, ils cherchent à légitimer et à justifier la violence. En réalité, c'est le gouvernement des États-Unis qui est mauvais. Ce sont eux qui imposent des sanctions à l'Iran et au Venezuela. Ce sont eux qui tuent des Iraniens et des Vénézuéliens par des attaques éclairs, qui tuent des pêcheurs ou quiconque se trouve là, en Méditerranée. Quand ils ont enlevé le président, alors qui sont-ils, ces commentateurs ou ces politiciens, pour dire que Maduro est maléfique, que l'Iran est maléfique? Non. Les Iraniens, si l'Iran était si maléfique, Nima, tu le sais puisque tu es iranien, les gens en Occident ignorent qu'il existe un immense appareil médiatique anti-iranien, en langue persane, financé par l'Occident. Des milliards de dollars par an, des centaines de chaînes de télévision, de sites web, de chaînes Telegram, de comptes Twitter, de fermes de trolls. Rien qu'une seule ferme de trolls compte quoi? 3000 personnes en Albanie? Jour et nuit, ils mènent une guerre psychologique contre l'Iran. Ainsi, les Iraniens entendent leur voix. En ce moment, ils regardent la télévision par satellite chez eux. Ils ont bien plus de chaînes, beaucoup plus de chaînes, que les Iraniens. Les Iraniens sont dépassés par les médias occidentaux en langue persane. Imaginez combien d'Iraniens vivant en Occident travaillent dans cette industrie. Si vous voyez des milliers d'Iraniens dans les rues quelque part en Occident, beaucoup d'entre eux sont des personnes qui travaillent dans ce domaine. Et les autres sont des gens influencés par la propagande. Beaucoup sont aussi ceux qui ont quitté l'Iran pendant la Révolution, ou peu importe. Mais le fait est que cet immense appareil médiatique ne cesse de dire aux gens que leur gouvernement est malfaisant et horrible. Et ensuite, il y a les sanctions pour briser le pays. Pourtant, malgré cela, lundi dernier, des millions de personnes sont descendues dans les rues de Téhéran et beaucoup d'autres ailleurs. Les Iraniens ne descendent pas dans la rue parce qu'ils sont mal informés. Ils le font parce qu'ils sont politiquement conscients. Ils voient clair à travers la propagande. Mais beaucoup de gens en Occident ne le font pas. Ainsi, ceux qui s'opposent à la guerre, mais qui disent tout de même « oui, ils sont mauvais », contribuent en réalité, ils favorisent la violence, ils encouragent l'agression. Alors que non, le seul camp véritablement mauvais, c'est cet empire. Le président actuel, le dirigeant, le soi-disant guide suprême, vient d'envoyer une lettre au chef de la Norvège, le dirigeant de la Norvège, disant « Eh bien, puisque vous ne m'avez pas décerné le prix Nobel de la paix, je vais être plus violent, je vais tuer davantage de gens. » Et en ce moment, regardez ce qui s'est passé en Syrie. Un allié des États-Unis, Al-Qaïda, a attaqué un autre allié des États-Unis, n'est-ce pas? Et maintenant, ils ont jurit whomever piso precis think nares de la Syrie. Des milliers. Ceux qui les ont libérés étaient des alliés des États-Unis, puisque les deux camps sont des alliés des États-Unis. Pourquoi ont-ils été libérés? Quel est le projet? On n'en parle pas en Occident.
L'Iran est le mal. Les Iraniens sont le mal. Maintenant, on entend des gens parler d'un holocauste en Iran et de dizaines de milliers de personnes. Je veux dire, nous avons vu un holocauste se dérouler à Gaza depuis plus de 2 ans et ils n'ont jamais dit cela. Ils n'ont même pas voulu appeler cela un génocide. Peut-être que 600 000 personnes sont mortes à Gaza. Personne ne connaît les chiffres réels. Mais le fait est que tout cela est une campagne médiatique menée pour justifier la guerre. Créer cette image fabriquée d'un type appelé Pahlavi qui pourrait gouverner fait partie de cette campagne pour dire « Regardez, nous avons le peuple » et le soi-disant régime s'effondre. Alors bombardons le pays. Il est temps de bombarder le pays. Voilà, c'est essentiellement cela. It's time to bomb the country. That's basically it. Je dois parler de ce qui se passe dans les médias grand public, essentiellement en dehors de l'Iran, en Occident. En Occident, exactement. L'un des points, avant de venir en direct, c'est que je regardais simplement les nouvelles en ligne, parce qu'au fil du temps, ils commettent un génocide. Et tu sais, non seulement ils tuent des gens, ils tuent des chats, certains chats. C'est incroyable, c'est inacceptable. Oui, pourquoi les chats? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le but de tout ça. Mais il ne semble pas que... Enfin, je ne sais pas comment nous pouvons montrer ce qui se passe réellement en Iran. Parce qu'après tout, nous avons ce vaste réseau de désinformation, cette immense toile de connexion entre ces personnes qui coopèrent avec des acteurs extérieurs. Et les forces de sécurité les recherchent et les affrontent en ce moment même, pendant que nous parlons. Oui, ils sont arrêtés. Beaucoup d'entre eux sont arrêtés. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de couper Internet. Eh bien, il y a une autre raison aussi. Well, there's another reason too. There are 2 reasons. One is because Il y a 2 raisons. La première, c'est que jeudi soir, ils ont tout coupé pour que ces groupes perdent la communication avec leurs maîtres à l'étranger. Et souvenez-vous, comme ces groupes ne sont pas amis entre eux, ils doivent être coordonnés de l'extérieur. Les moudjahidines du peuple, non, enfin, ils détestent les monarchistes. Ils se détestent tous entre eux. D'ailleurs, il y avait des gens ordinaires dans les rues, comme des jeunes, et ces monstres tiraient sur la police depuis la foule, parmi ces enfants et d'autres civils. Il y en a beaucoup de ce genre, j'en ai parlé sur Twitter, je veux dire, ils trouvent simplement quelqu'un et le tuent dans la rue. J'ai fait une vidéo à ce sujet. J'ai mis en ligne un extrait. Ils ont commis de nombreux crimes. Mais en tout cas, je ne peux pas en publier certains, parce que Twitter ne veut pas confirmer mon âge. C'est une autre histoire pour un autre jour. Le fait est que tout cela relève de la guerre psychologique, destinée à préparer le terrain à la guerre. C'est comme, vous savez, Kadhafi et l'histoire du Viagra, ou Saddam Hussein et les couveuses au Koweït. Or, l'histoire des couveuses au Koweït était entièrement mensongère. La fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington était celle qui pleurait en disant « J'en ai été témoin ». Mais les Israéliens, eux, ont réellement débranché les couveuses dans les hôpitaux, tuant tous les nourrissons. Ils ont vraiment fait ça. Mais dans le cas de l'Iran, ils doivent l'inventer. J'ai entendu parler des armes chimiques qui auraient été utilisées, ce qui bien sûr est une plaisanterie. Toutes ces autres choses viennent essentiellement des sionistes et des néoconservateurs qui possèdent une grande partie des médias et qui préparent le terrain à la violence. Mais je pense, et je peux me tromper, car je n'ai pas un accès permanent à Internet. Je l'ai seulement pendant que je suis ici, que les gens n'y croient plus comme ils l'auraient fait il y a des années. Peut-être que beaucoup y croient encore, mais je pense qu'il y a assez de gens qui n'y croient pas pour que si la guerre éclate et que l'Iran riposte violemment, et il le fera, il ne fera pas dans la demi-mesure. Je pense que lorsque le prix de l'essence, de l'énergie, du pétrole et du gaz naturel s'envole et que les Américains ne peuvent plus se permettre de faire le plein, leurs entreprises s'effondreront parce que les prix vont exploser.
Peu importe que votre pays produise du pétrole ou non, pour le consommateur, c'est catastrophique. Quand cela arrivera, beaucoup de gens diront dès le premier jour, « Nous vous l'avions bien dit ». Et cela, je pense, est quelque chose que les Américains devront méditer. Maintenant, vous pouvez demander, ou vos téléspectateurs peuvent demander, si les Américains savent que cela ne finira pas bien, pourquoi iraient-ils en guerre? Pourquoi mèneraient-ils une guerre? Je pense que les personnes au pouvoir sont des partisans du Israël avant tout. Pour eux, peu importe ce qui se passe aux États-Unis, peu importe ce qui se passe ici, peu importe ce qui arrive aux autres, tout tourne autour d'Israël. Ainsi, pour les dirigeants américains, leur priorité est le régime israélien. C'est pourquoi, à mon avis, logiquement, il ne devrait pas y avoir de guerre. Mais en réalité, je pense qu'il y a une forte probabilité de guerre. Et les Iraniens ne vont pas prendre de risques. Ils ne se laisseront plus surprendre comme pendant la guerre de 12 jours. Ils se sont préparés. Les capacités militaires de l'Iran, NIMA, pour frapper les Américains sont bien supérieures à celles dont ils disposent pour frapper les Israéliens. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'Iran a vaincu Israël pendant la guerre de 12 jours. Vos téléspectateurs le savent. Nous en avons parlé plusieurs fois, j'en suis sûr. Mais la déclaration de Steve Bannon suffit à elle seule. Après cela, l'hostilité a pris fin. Il a dit que la véritable histoire dans tout cela, c'est que Netanyahou et les Israéliens étaient désespérés pendant les derniers jours et qu'ils avaient besoin d'un cessez-le-feu que Trump et son équipe ont essayé d'obtenir. Ce n'étaient pas les Iraniens. Donc l'Iran avait l'avantage. Mais l'Iran frappe Israël avec des missiles longue portée. Depuis 30 ans, les Iraniens se préparent à la guerre, non pas contre le régime israélien, mais contre les Américains. Car les Américains ont toujours dit, toutes les options sont sur la table. Et puis, après l'Irak et l'Afghanistan, la situation est devenue plus sérieuse, car l'Iran se retrouvait encerclé, et c'était un moment unipolaire. Les Iraniens ont donc commencé à construire des missiles et des drones, non seulement à longue portée, mais aussi à moyenne et courte portée, beaucoup plus manœuvrables et bien plus nombreux, stockés dans des bases et des installations souterraines à travers le sud et le centre du pays. Des drones. Ainsi, le simple nombre de missiles pouvant être tirés, pas nécessairement sur des bases américaines. Je veux dire, il ne faudrait pas que les Américains soient assez naïfs pour penser qu'en cas de guerre, l'Iran commencerait par détruire des bases vides. Tous ces régimes qui sont complices sont ceux qui abritent des bases américaines. Ils seront considérés comme complices. Il n'y aura donc plus de gaz ni d'essence. Et l'Iran dispose d'énormes capacités. Le golfe Persique, comme on peut le voir sur cette carte là-bas, n'est pas très large. Donc ces missiles peuvent frapper n'importe où de l'autre côté ou à l'intérieur du golfe Persique et de l'océan Indien. Les capacités de l'Iran à affronter les Américains et leurs supplétifs sont immenses et le golfe Persique est très vulnérable. Je n'ai aucun doute que s'il y a une guerre, les Émirats ne tiendront pas plus de quelques jours. Ils n'ont qu'environ 1 million de citoyens. Il y a peut-être, je ne sais pas, 10 millions d'étrangers et de travailleurs sous contrat, et ils prendront le contrôle du pays, de ce qu'il en restera quand tout s'effondrera, que ce soit au Qatar ou ailleurs. Donc tout va changer. Et je pense que l'armée comprend cela dans une certaine mesure. Mais la deuxième raison pour laquelle ils ont coupé Internet, c'est que l'Iran se prépare à la guerre. L'une des raisons, c'est qu'ils veulent arrêter ces gens. Ils ne veulent pas qu'ils communiquent avec l'extérieur. Ils veulent mettre fin aux émeutes. Et nous avons vu que lorsqu'ils ont coupé Internet, les émeutes ont très vite diminué et en 28 heures, tout était terminé. Cela montre qu'ils étaient en communication avec l'Iran.
Mais en ce moment, les Iraniens se préparent à la guerre et ils ne veulent pas que les Américains aient des informations. L'Amérique et les Israéliens possèdent la plupart de leurs renseignements et le GPS ne fonctionne pas. Au-delà de cela, ils ne veulent pas qu'on puisse surveiller ce que les gens disent sur leur téléphone, sur leur portable, parce que c'est ainsi que les Israéliens et les Américains ont obtenu la majorité de leurs informations, principalement grâce à Internet et aux moyens électroniques. Donc les Iraniens sont prêts et espérons qu'il n'y aura pas de guerre. Mais s'il y en a une, ce sera une guerre pour la survie. Et les Iraniens, comme je l'ai dit plus tôt, ne feront aucun cadeau. Je pense qu'avec Starlink, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, ils l'ont utilisé dans la guerre là-bas. Et maintenant, en voyant ce qui se passe en Iran et le rôle de Starlink, la façon dont ils ont utilisé cet outil censé être au service de l'humanité, du développement, c'est devenu une bonne propagande. Après tout, on voit qu'ils s'en servent pour un changement de régime, pour une révolution de couleur, comme ils l'appellent. En y regardant de plus près, vous savez, l'administration Trump est arrivée au pouvoir en disant qu'elle était contre les soi-disant changements de régime, contre les révolutions de couleur, en critiquant Soros et des gens comme lui. Mais maintenant, on voit Elon Musk devenir l'un de ces géants qui poussent ce genre de révolution de couleur, au Venezuela par exemple. En ce moment, je le constate, car il a tout facilité. Il l'installait en utilisant X. Exactement, c'est une nouvelle source. Il est bien plus puissant, à mon avis, plus fort que Soros. Et le pouvoir qu'il a entre les mains, c'est incroyable. Autre chose, je ne sais pas si tu as vu ça. Pendant l'année en Iran, les gens n'avaient pas accès à Internet. Et Reza Pahlavi a envoyé un message sur X, et en quelques heures, il a obtenu plus de 5 ou 6 millions de vues. Mais personne en Iran ne le voyait. Personne ne le voyait. Cela montre comment cet outil est utilisé. Et comment vois-tu tout cela? Je parle du concept derrière Starlink, du concept derrière l'USAID. Tu te souviens de l'USAID? Nous allons tout détruire. Ils disent qu'ils ne paient pas des gens en dehors des États-Unis pour faire des révolutions de couleur. Mais tout cela, encore une fois, tu sais, la stratégie a changé. Mais l'objectif principal reste une révolution de couleur. Tu sais, tout d'abord, après les immenses rassemblements de lundi en soutien au gouvernement, Musk et ses gens ont essayé de dire que c'était de l'IA, que ce n'était pas réel. Mais je ne pense pas que Musk soit très intelligent. En fait, je pense que Soros l'est. Il a plus d'argent, mais je ne crois pas que Musk soit aussi intelligent que Soros. Il est loin d'être aussi sophistiqué, et son équipe l'est encore moins que les gens autour de Soros. J'ai d'ailleurs une histoire à propos de leurs équipes que je te raconterai un jour. Je les connais un peu, ou je les connaissais un peu. Ils ont même essayé de coopérer avec moi. Mais bref, le fait est que le mouvement MAGA, souviens-toi, était anti-guerre. MAGA, remember, it was anti-war. Now they're pro-war. It was. Maintenant, ils sont pro-guerre. Je veux dire, maintenant, on peut tirer une balle dans le visage d'une femme blanche, une jeune femme blanche blonde, et c'est acceptable pour MAGA. On peut faire la guerre. Et Epstein, ça passe. Et c'est acceptable si, vous savez, la classe des milliardaires, les oligarques et Trump, quoi qu'ils aient dans les dossiers Epstein qui les relient à ces gens, MAGA ne veut apparemment pas le savoir. Donc, n'attendez pas de MAGA qu'ils s'indignent des opérations de changement de régime. Ils applaudiront tout ce que Musk, Trump ou ces gens diront tant qu'ils auront le sentiment que c'est leur tribu. Mais ils ne sont pas majoritaires. Je veux dire, c'est une minorité significative. But they're not a majority. I mean, they're a significant minority. Not that the liberal elites were any better. Ce n'est pas que les élites libérales aient été meilleures. Souvenez-vous, Obama était l'homme des drones. Obama a détruit la Libye, lancé la sale guerre en Syrie et donné le feu vert à la guerre génocidaire au Yémen que tout le monde soutenait à l'époque. Le Qatar, les Émirats, l'Arabie saoudite, la Turquie, Oman.
tous étaient sur la même ligne jusqu'à ce que les Saoudiens, les Émiratis et les Qataris entrent en conflit. Lorsqu'ils ont imposé le blocus, le Qatar et la Turquie se sont éloignés de la guerre génocidaire. Mais la personne qui a donné le feu vert à cette guerre, c'était Obama. Biden est celui qui, avec Netanyahou, a initié l'Holocauste à Gaza. Netanyahu initiated the Holocaust in Gaza. And Bush, of course, George Bush. Et Bush, bien sûr. George Bush en Irak. Je veux dire l'Irak, pour les plus jeunes spectateurs, était un allié des États-Unis. Ils lui ont fourni les armes chimiques qu'il a utilisées massivement contre les Iraniens, une arme terriblement destructrice, et contre son propre peuple. Puis plus tard, lorsqu'ils se sont retournés contre lui, ils ont utilisé ces mêmes armes chimiques que les Allemands avaient données à Saddam Hussein avec le consentement américain et occidental. Ils se sont servis de ces armes chimiques comme prétexte pour détruire le pays. Ils ont créé Al-Qaïda, l'ont utilisé en Afghanistan et ailleurs, puis ont utilisé cette même Al-Qaïda comme justification pour détruire l'Irak. C'est George Bush, c'est les États-Unis. C'est ainsi que fonctionnent les élites occidentales. Donc peu importe que ce soit Obama, Biden, Trump, Clinton, Bush ou n'importe qui d'autre, ils sont tous pareils. Trump, cependant, est plus grossier et il dit tout haut ce que les autres taisent. C'est ce qu'il a de bien. Mais en général, je pense que le fait que Trump soit président est le signe d'un empire en déclin. Je pense que c'est une bonne chose. Enfin, c'est une période dangereuse. Ce sont des temps très dangereux. Nous pourrions connaître une catastrophe mondiale pour de nombreuses raisons différentes. Cela pourrait être dans notre région, cela pourrait être en Ukraine, cela pourrait être en Europe de l'Est, cela pourrait être en Asie de l'Est ou en Asie de l'Ouest, qui sait? Mais la bonne chose, c'est que l'Empire a été démasqué. Et les gens, comme je le disais, beaucoup de gens voient à travers la propagande. Beaucoup de gens savent ce qu'ils font à l'Iran, cette fabrication d'images et cette représentation. Et comme ils vont trop loin, avec des dizaines de milliers de morts, des armes chimiques, des camps ou quoi que ce soit que vous lisez, je pense qu'il y a suffisamment de personnes sensées qui voient clair là-dedans et que cela ne va pas fonctionner. Let me talk about the region. And Laissez-moi parler de la région. Erdogan a déclaré que nous sommes aux côtés de nos frères et sœurs en Iran et que nous nous opposons à cette sédition soutenue par Israël qui s'est produite en Iran. Nous savons qu'il existe certaines divergences concernant Gaza et ce que fait Israël là-bas. Mais il semble, aux yeux du gouvernement turc, que ce qui se passe en Iran représente une grande menace pour l'ensemble de la région et pour la Turquie également. And to Turkey as well. And to Saudi Arabia. Yes? Et en ce qui concerne l'Arabie saoudite, oui, l'Arabie saoudite est inquiète. C'est pourquoi elle s'est retournée contre les Émirats. Nous avons vu comment les Saoudiens ont affaibli les Émirats sur plusieurs fronts, ce qui est une bonne chose. Ce qu'ils ont fait en Syrie a été nuisible pour la Turquie au final, et nous en voyons maintenant les conséquences. Mais ils savent que ce que les Américains et les Israéliens ont essayé de faire en Iran, ils peuvent le faire beaucoup plus facilement en Turquie, parce que la Turquie fait partie de l'OTAN et est profondément infiltrée. L'Iran, lui, l'est beaucoup moins. Et certains disent, eh bien, pourquoi les agences de sécurité iraniennes sont-elles si faibles? C'est parce que tout l'Occident, ainsi que certains de leurs alliés régionaux, ont coopéré contre elles. Et aussi, notre région a été dévastée en de nombreux endroits par l'Occident. Donc en Afghanistan, nous n'avons pas de garde-frontière compétent de l'autre côté. Au Pakistan, le pays est très faible. Le gouvernement central n'a pas la capacité de surveiller ses frontières comme il le devrait. Et c'est la même chose en Irak, surtout dans le Kurdistan irakien, où les Américains exercent une grande influence sur les dirigeants kurdes, tout comme les Israéliens. Nous avons donc 15 voisins, et certains des pays de l'autre côté de nos frontières
ont survécu à des guerres grâce aux États-Unis. Contrôler toutes ces frontières, ce n'est pas facile. Je ne dis pas que les services de renseignement iraniens n'auraient pas pu faire mieux. Je ne sais tout simplement pas grand-chose sur leur fonctionnement. Mais c'est difficile quand tous ces gouvernements européens, je veux dire, regardez le message de Macron à Trump. Que disait-il? Il disait, regardez, nous avons détruit la Syrie ensemble. Nous pouvons bombarder l'Iran ensemble. Laissez simplement le Groenland tranquille. Ces gens n'ont aucun principe moral. Ainsi, l'ambassade de France, l'ambassade du Danemark, toutes ces ambassades occidentales, en Iran et dans certains pays de la région, elles collaborent avec les États-Unis et aident le régime israélien. C'est ainsi que nos scientifiques ont été assassinés ces dernières années. L'AIEA et les organismes internationaux dominés par l'Occident posent tous problème, pour le dire gentiment. Donc, en ce moment, la Turquie a peur, ce qui est une bonne chose. Right now, Turkey is fearful, which is a good thing. Saudi Arabia is fearful. And I think the entire region is L'Arabie saoudite est craintive, et je pense que toute la région l'est davantage. Cela n'augure rien de bon pour le régime israélien ni pour les États-Unis. Mais au bout du compte, ces pays restent tous dans le camp américain. Ce n'est pas comme si soudainement tout le monde avait vu la lumière et allait se tenir côte à côte avec les Iraniens. Non, Erdogan continue d'acheminer du pétrole vers Israël. Il y a une ambassade là-bas. Le drapeau israélien flotte à Ankara et je suppose au consulat d'Istanbul. Et les Émirats, bien sûr, sont un allié du régime israélien. Quant à l'Arabie saoudite, elle est là où elle est. Il ne faut donc pas trop en tirer de conclusions, mais c'est tout de même important. Professeur Marandi, il faut être en Iran pour comprendre à quel point la situation est tragique pour le peuple iranien, qui a le droit légitime de critiquer le gouvernement face aux difficultés économiques qu'il rencontre. Ils veulent dialoguer avec le gouvernement. Le président Raïssi a déclaré qu'après ces 2 jours de manifestation, la situation s'était en quelque sorte transformée en émeute. Mais le président Raïssi a eu une réunion avec le chef du monde des affaires, avec des économistes. Il s'attaquait au problème et essayait de le résoudre. Eh bien, ils étaient différents de ces émeutiers. L'Occident veut tout confondre et dire qu'ils sont tous pareils. Mais ce n'est pas le cas. Après la réunion, tout a changé, parce qu'ils pensaient que les manifestations allaient se transformer en émeutes. Vous savez, par exemple, quand quelque chose se passe aux États-Unis ou en Europe, les gens sortent et n'ont pas la crainte d'une ingérence étrangère. Nous aussi, personne ne comprend la situation dans laquelle se trouve l'Iran en ce moment, car il suffit de regarder la pression venue de l'extérieur. Si tu y vas, je ne sais pas comment tu te déplaces à Téhéran, mais si tu prends un taxi, un bus ou le métro et que tu t'assois simplement, tu verras que les Iraniens parlent. Ce n'est pas comme en Occident. J'imagine qu'au Brésil, c'est probablement pareil. Alors, serais-tu surpris, par exemple, si quelqu'un dans le métro disait « Je déteste le gouvernement, je déteste cet État, je déteste ce régime, tout est horrible dans ce pays. » C'est normal. Est-ce nouveau? Non, aussi loin que je me souvienne. Beaucoup de ces mêmes personnes sont celles qui participent au rassemblement pro-République islamique. C'est quelque chose que les journalistes occidentaux, qui viennent parfois en Iran, ne peuvent pas comprendre. Ils montent dans un taxi et le chauffeur leur parle du fait qu'on ne trouve pas de pièces de rechange. Et alors ils disent « Eh bien, je leur dis toujours, depuis des années, vous croyez que les gens qui vont au rassemblement et montrent leur soutien ne disent pas les mêmes choses. » Ils ne comprennent pas cela. Ils ne saisissent pas que dans ce pays, il existe des opinions diverses. Mais l'Occident ne veut pas de démocratie en Iran. Ces mêmes personnes qui descendent dans la rue et manifestent pacifiquement, ils s'en servent, ils s'y infiltrent pour faire autre chose.
Ils ne veulent donc pas que l'Iran soit une société normale. Ils entravent la démocratie, non seulement en Iran, mais dans le monde entier. En réalité, l'Occident, depuis des décennies, et je parle des gouvernements, pas des gens ordinaires, parle toujours de multiculturalisme, d'égalité et de bonne entente entre les peuples, n'est-ce pas? Mais en Iran, leurs agences ont essayé d'exploiter le sectarisme, leurs services de renseignement, leurs groupes de réflexion et d'autres institutions gouvernementales. Ils offrent même des bourses à ceux qui travaillent sur les divisions ethniques. Donc, les divisions ethniques, le sectarisme, voilà ce qu'ils recherchent. En ce qui concerne l'Iran, ils veulent exactement le contraire de l'unité. Ils veulent dresser les gens les uns contre les autres, créer des conflits et affaiblir le pays. Alors, on sanctionne le pays, on monte les gens les uns contre les autres. C'est l'objectif de l'Occident. Ils n'ont aucune bienveillance envers les Iraniens ordinaires, aucune bienveillance envers les peuples de cette région. Leur politique ici est de tout faire s'effondrer. C'est exactement ce que nous avons vu en Syrie. Pourquoi l'Iran était-il en Syrie? Pourquoi le général Soleimani y était-il? Pour combattre Daesh. Qui a libéré les prisonniers de Daesh? Un allié des États-Unis. Que ce soit Jolani qui les ait libérés ou les alliés kurdes des États-Unis, c'étaient des alliés américains. Et les États-Unis savaient exactement ce qui se passait, parce qu'ils savent où se trouvent ces prisons. Ils surveillent la situation, ils ont une présence en Syrie. Personne ne les croit. Ils ont détruit la Syrie, parce que c'était l'objectif depuis le premier jour. Et certaines personnes, par naïveté, ont suivi le plan. Elles ont été poussées vers le sectarisme par le Qatar, l'Arabie saoudite et d'autres, à travers leurs empires médiatiques. Je connais certaines de ces personnes. Bref, regardez maintenant la soi-disant révolution bénie. Vous avez vu les images des massacres hier soir. Je ne sais pas, enfin, ce n'est pas dans les médias occidentaux. En tout cas, je ne les y ai pas vus. Tout tourne autour de l'Iran. Mais ces images étaient terribles. C'était l'intention depuis le premier jour. La Syrie n'était jamais censée être un pays fort. La Syrie n'est pas censée être un pays uni. La Syrie est censée, enfin, je veux dire, les massacres que nous avons vus ces derniers jours ont pour but de maintenir la population divisée. Ils veulent que ces extrémistes soient au pouvoir pour massacrer des gens de cette manière, leur trancher la gorge, assassiner des femmes ainsi, car cela maintient le pays fragmenté et faible. Comme je l'ai dit, c'est aussi leur objectif pour l'Iran, mais cela n'arrivera pas à l'Iran. L'Iran est bien plus puissant. Et s'ils attaquent l'Iran, pour l'Iran, ce sera une guerre existentielle. L'Iran ripostera plus durement. Les gens qui sont descendus dans la rue se lèveront et soutiendront le gouvernement. C'est ça, le point essentiel. En Iran, contrairement à ce qu'ils prétendent, je l'ai peut-être déjà dit dans l'émission, je ne sais pas. Désolé si c'est le cas. J'ai eu un étudiant, il y a 3 ou 4 semestres, dans un cours de premier cycle. Je ne sais plus de quoi je parlais, car je n'aborde pas directement la politique dans mes cours. J'en entends déjà assez en dehors. Donc, l'un de mes étudiants, c'était après le mouvement Femmes, Vie, Liberté, donc cela doit remonter à plus de 3 semestres, je suppose. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, on peut voir les parallèles. Je pense que les gens commencent à ouvrir les yeux sur ce qui se passait réellement à l'époque aussi, car Mahsa Amini n'est pas morte à la suite d'un passage à tabac ou de quelque chose de ce genre. Les images montrent clairement que ce n'est pas le cas. Mais le même modèle que nous avons vu cette fois-ci avait déjà été utilisé à l'époque, sauf que cette fois, il était bien plus sophistiqué, bien plus efficace, bien plus violent et bien mieux organisé, et tout cela. Bref, ce jeune homme dans ma classe dit « L'Iran est pire que la Corée du Nord ». Désolé pour les Nord-Coréens, je n'y suis jamais allé. Il dit « Les services de renseignement en Iran sont pires que ceux de la Corée du Nord ». Et je lui ai répondu « D'accord, peu importe. Alors, quelle est ta question »
C'était pendant un cours. La semaine suivante, c'est un bon étudiant d'ailleurs, il pose une question à propos de quelque chose que j'avais dit en classe. Et je lui ai dit, « Tu es encore là ?» Je leur ai dit de t'arrêter. Oh mon Dieu, peut-être qu'ils ont arrêté quelqu'un d'autre. Et puis la semaine suivante, encore une fois, il était en cours. Je lui ai dit, « Tu es encore là ?» Donc tout le semestre, je me suis moqué de ce pauvre gars. Enfin, c'était une blague. Mais le point, c'est que tu sais, ils disent ce qu'ils veulent en classe, dans la rue ou ailleurs. Mais ils essaient de dépeindre l'Iran comme une horrible dystopie. L'Iran est une société normale, un pays normal, malgré toutes les sanctions, malgré la brutalité occidentale contre le peuple. Un peuple amical et un peuple qui comprend la politique. Et c'est pour cela qu'ils sont descendus dans la rue en si grand nombre. Et si quelqu'un les remet en question, qu'il aille voir. Tout est là sur les images satellites. Je suis sûr que les Américains savent ce qui s'est réellement passé lundi. Ils peuvent faire semblant. Elon Musk peut faire semblant, pour le bien de Netanyahou ou pour le bien de la guerre et de l'agression. Ils peuvent acheter autant qu'ils veulent. Mais les Russes ont leur propre point de vue. Vous avez vu que le président Poutine, lorsqu'il a parlé au président Pachinian, a dit quelque chose comme « Nous avons vu que des gens sont descendus dans la rue pour soutenir l'État. L'Iran est fort. » Et ainsi de suite. Mais en tout cas, nous ne devrions avoir aucune attente. Je ne me fais aucune illusion sur les médias occidentaux. Rien ne me surprend. Ils continueront à dire ces absurdités. Je travaille dans les médias depuis 16 ans, en réalité depuis plus de 20 ans, car j'ai donné une interview une fois au Royaume-Uni quand j'y faisais mon doctorat, avant la guerre en Irak. Je suis passé à la télévision parce que je faisais partie du mouvement anti-guerre. Je m'exprimais contre la guerre. Même si Saddam Hussein avait envahi notre pays, les Américains n'avaient aucun droit d'envahir l'Irak. Donc oui, je suis dans ce monde médiatique depuis longtemps. Les médias occidentaux ne changeront jamais, tant que cet empire ne sera pas tombé, et je pense qu'il tombera. Mais pendant sa chute, je pense que ce sera très violent. Parlons un peu de l'avenir. Que se passe-t-il, à mon avis, quand on regarde la génération Z ici en Iran? L'objectif principal, vu de l'extérieur, est de séparer les différentes ethnies et de diviser le pays, en somme, de le balkaniser, bien sûr. Mais l'avenir appartient à ces jeunes. Ils connaissent la menace. Ils ne veulent rien de tout cela. Ils comprennent. Et c'est incroyable. On voit l'espoir quand on perçoit l'esprit de la génération Z et des jeunes ici en Iran. Eh bien, je dirais que certains d'entre eux ont effectivement participé à ces émeutes et que de jeunes enfants étaient dans les rues. Mais je suis tout à fait d'accord. Dans l'ensemble, quand j'étais à Téhéran, tu n'étais pas à Téhéran, tu étais dans ta propre ville. Je ne sais pas si tu allais au rassemblement, mais à Téhéran, on voyait tous ces jeunes. Et encore une fois, il faut toujours se rappeler de la quantité de propagande anti-iranienne, non seulement dans les médias occidentaux, mais aussi dans les médias en langue persane, basés en Occident, financés par les services de renseignement et les gouvernements occidentaux, et probablement par certains de ces régimes arabes, ces dictatures. La quantité d'informations anti-iraniennes qui circulent est extraordinaire. Comme je l'ai dit, ils surpassent largement les Iraniens à l'intérieur du pays. Et l'Iran n'est de toute façon pas doué pour la diplomatie publique ni pour les médias, malheureusement. Les Russes, je pense, sont meilleurs que l'Iran. Mais cela montre que ces jeunes comprennent. La génération Z est une génération complexe partout dans le monde. Je ne crois pas, et je suis d'accord avec vous, je ne crois pas que les Américains seront capables de les manipuler, ni la grande majorité d'entre eux, car les actions américaines en Iran finissent par réveiller les gens à la réalité.
même s'il y a beaucoup de douleur et de souffrance, que des gens meurent et qu'il y a des sanctions. Tout cela ensemble, comme au Venezuela. Je suis allé plusieurs fois au Venezuela. J'ai de bons amis et en fait, je suis en contact avec eux tous les jours. Pas tous en une seule journée, mais je suis toujours en contact avec des amis là-bas. Et ils disent que l'unité nationale est aujourd'hui bien plus forte qu'elle ne l'était avant l'aventurisme de Trump au Venezuela. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui n'étaient pas satisfaits du gouvernement se disent « Ah, donc, c'est ça que les États-Unis essaient de faire. Alors nous allons soutenir le gouvernement. » Il en va de même dans notre pays. Les jeunes qui n'ont pas connu la guerre de 8 ans contre Saddam Hussein, les armes chimiques ou le Shah et ce qu'il a fait, ils n'en ont aucun souvenir. Mais ensuite, ils ont vu que les États-Unis et les Israéliens ont mené une attaque éclair contre notre pays pendant que nous étions en train de négocier. Les gens voient cela. Et puis les jeunes regardent et voient que ces émeutiers tuaient des gens ordinaires et abattaient des policiers, tandis que l'Occident affirme qu'ils sont pacifiques, parce qu'ils ont la télévision par satellite et Internet. Peut-être que c'est parfois restreint, mais quand même, tout le monde y a accès. On peut voir les paraboles sur les toits, et ainsi de suite. Donc les gens voient ce qui se passe, ou du moins ce qu'on en dit. Je pense que les Américains aiment faire semblant que la population en Iran soutient ce qu'ils veulent qu'elle soutienne, mais ils disent cela depuis de nombreuses décennies. Ils disent cela depuis, ils le disent depuis longtemps. Je me souviens qu'à l'époque de la présidence de Khatami, ils disaient déjà la même chose. Ils le répètent depuis des décennies. Et qu'est-il arrivé? La République islamique d'Iran est toujours là. Je me souviens qu'il y a environ 16 ans, peut-être presque 17 maintenant, Fareed Zakaria m'avait invité dans son émission, c'était en 2009. Et il m'avait dit, je ne me souviens plus exactement, mais quelque chose comme « Vous êtes le porte-parole d'un régime moribond ». Très bien, peu importe. Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez. Vous ne parlez pas comme ça aux Israéliens, bien sûr, mais à moi, vous le pouvez. Cela fait 16 ans depuis. Eh bien, apparemment, c'est une mort très lente. Voilà. Oui. Professeur Marandi, c'est un grand plaisir de vous recevoir. C'était vraiment agréable de parler avec vous de cette manière, et c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. C'est un grand honneur, merci beaucoup. Et si je vous appelle Nima, je sais que vous êtes professeur au Brésil. Mais je voulais juste... Je préfère Nima. Je dis toujours à mes étudiants de m'appeler Nima. C'est bien. Merci de m'avoir invité. Merci. Thank you.